Gergovie. Si je vous dis que le site de la célèbre bataille, en Auvergne, a été le témoin d'un des plus grands épisodes de la résistance française face à l'envahisseur, vous allez probablement imaginer Gaulois et Romains aux ordres de Vercingétorix et Jules César. Pourtant, je ne parle absolument pas de ça. Cette idée de résistance gauloise, c'est une construction artificielle assez récente, mais son succès est tel qu'elle a presque complètement effacé le souvenir des vrais résistants de Gergovie. Aujourd'hui, je vais vous raconter leur histoire et leurs histoires, celle des Gergoviotes, les résistants oubliés. Pour commencer ce récit, il faut revenir en 1939. L'Europe est alors dans l'attente et la méfiance face à la montée en puissance du régime nazi. La France surveille sa frontière commune avec l'Allemagne grâce à la célèbre ligne Maginot, un formidable réseau de fortifications exceptionnel capable d'arrêter tout ennemi se présentant. Seulement la ligne Maginot n'est pas à la frontière du pays. En réalité, elle se situe à quelques kilomètres sur le territoire de la Moselle, de l'Alsace et de la Lorraine. Dans cette petite bande de terre située au-delà de la ligne Maginot, face à l'Allemagne, il y a de nombreux habitants, des villes et des villages. Dans cette zone, une des villes alsaciennes majeures, Strasbourg. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Les armées nazies commencent leur impitoyable avancée en Europe et la France doit alors prendre une terrible décision. Par mesure de défense, l'intégralité des habitants de la zone située entre la ligne Maginot et la frontière allemande doivent être déplacés ailleurs. Strasbourg devient alors une ville fantôme, comme toutes les villes et les villages frontaliers. Le long exil des Alsaciens vient de commencer, ils sont pour l'essentiel envoyés en Dordogne, loin de chez eux, et la prestigieuse université de Strasbourg s'installe à Clermont-Ferrand, au cœur de l'Auvergne. Plus d'1,5 million d'Alsaciens et de Mosellans sont ainsi déplacés, dont 193 000 Strasbourgeois. À Clermont-Ferrand, la cohabitation entre l'université de Strasbourg et celle de Clermont s'organise. D'un côté, les Auvergnats profitent de la qualité et de la variété des enseignements des spécialités de Strasbourg. De l'autre, les Strasbourgeois peuvent s'installer dans une université alors suffisamment grande et récente pour les accueillir convenablement malgré l'exil. Mais en 1940, tout change. La France est vaincue par l'Allemagne et les nazis annexent l'Alsace et la Moselle. Les habitants en exil sont sommés de retourner dans leurs anciennes régions, devenues allemandes. Ils doivent alors faire un choix. Revenir pour servir la machine de guerre nazie, ou refuser et être considérés comme des traîtres, constamment sous la menace de la répression, puisque la France du gouvernement de Pétain a choisi de collaborer avec l'Allemagne. Les responsables de l'université de Strasbourg font leur choix. Ils refusent de rentrer. L'histoire de la résistance en France et ailleurs a montré que cela commençait toujours par ça, le refus. La résistance, c'est d'abord un refus. Et c'est à la suite de ce refus que nous allons faire la connaissance de nos premiers protagonistes. Himmler lui-même, un des plus hauts dirigeants du Troisième Reich et proche d'Adolf Hitler, souleva à l'époque le problème symbolique et intellectuel que posait l'existence d'une université libre à Clermont-Ferrand, fruit des efforts des Auvergnats et des Strasbourgeois en exil. Pour autant, le choix est laissé aux étudiants de partir ou rester, la plupart des enseignants conseillant de temporiser et attendre de voir comment les choses tournent. À cette époque, c'est l'été, et la rentrée universitaire ne reprend pas avant novembre. Les jeunes s'ennuient, dans un climat particulièrement tendu. Gaston Zeller, enseignant, décide alors de mettre en place un chantier de fouilles à Gergovie pour occuper les étudiants et les initiés à l'archéologie sur un site déjà prestigieux. Avait-il alors déjà l'idée d'un acte de résistance derrière ce projet ? Difficile à dire, mais il vient de poser la première pierre d'une communauté soudée qui a nourri les convictions et les envies d'agir de résistants qui comptèrent pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour ce projet, Gaston Zeller s'associe à Jean Lassus, archéologue spécialisé dans l'époque byzantine. Une vingtaine de jeunes et personnels de l'université se portent volontaires pour le projet. Hommes et femmes, catholiques et protestants, juifs et athées, royalistes, républicains ou communistes, leurs croyances religieuses et politiques sont variées. La plupart sont alsaciens, mais l'on compte un parisien dans le lot, une normande, un réunionnais, quelques auvergnats et même un japonais. Parmi eux, quelques figures se distinguent par le parcours exceptionnel qu'ils auront ensuite dans la résistance. Jean Cavaillès, un de leurs professeurs, compagnon de la Libération et un des plus grands chefs de la résistance. Jean Lassus lui-même, mais aussi Stéphanie et Marie-France Cuder, Jean-Paul Cauchy, André Lévy, Julien Freund, Joseph Fertig, Augustin Morgenthaler, Jacques Auguse ou encore Robert Piat. Ces noms d'enseignants, d'élèves ou de personnel administratif parsèment les sources historiques de cette période, eux-mêmes nous ayant laissé beaucoup de photos et de textes pour être les témoins de leur histoire. Quelque chose s'insinue en moi que je peux définir maintenant. La camaraderie parfaite, voulue, enthousiaste de Gergovie.
Nous savons tous maintenant que c'est la plus belle réussite de l'œuvre entreprise. Très vite, cette communauté se baptise les Gergoviotes. Pourquoi Gergoviotes ? Difficile à dire, mais il est très probable que ce soit la contraction de Gergovie et patriote. Ce mot patriote, si détourné et si déformé aujourd'hui, il avait un sens à l'époque pour ces jeunes Alsaciens. Ils sont unis par l'exil et la détestation des Allemands et de Pétain qui les a trahis en cédant leur foyer aux nazis. Ils seront parmi les premiers en France à exprimer des sentiments et des envies de résistance et agir concrètement pour ça dès 1941. Mais je vais un peu vite. Nous sommes encore en 1940 et tout reste à faire puisque le plateau de Gergovie n'a pas de structure et même pas d'arrivée d'eau. Les deux enseignants à l'origine du projet des Gergoviotes, tous deux anciens officiers démobilisés de l'armée française, décident de demander de l'aide au général Jean Delattre de Tassigny, alors en poste en Auvergne. Ce dernier s'est battu courageusement jusqu'à l'armistice avec l'Allemagne et est resté ensuite dans l'armée sous le commandement du régime de Vichy. Il rejoint rapidement par la suite le camp des forces françaises libres du général de Gaulle et devient un des chefs de l'armée de libération. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Delattre de Tassigny accepte de mettre à disposition des Gergoviotes des hommes, de l'expertise et du matériel, à une seule condition, que les étudiants participent eux-mêmes à toutes les tâches de construction. Ces jeunes, issus de milieux plutôt favorisés, intellectuels, apprennent la construction et les travaux manuels sous le regard du général qui voulait que tout soit absolument parfait. L'un des Gergoviotes raconte même qu'il ordonna de faire sauter à l'explosif un mur qui n'était pas assez droit à son goût. La maison est terminée en quelques mois. Les Gergoviotes installent à côté un mât où chaque matin ils se retrouvent pour hisser le drapeau français. Le geste est fort, symbolique, pour des jeunes venant de régions où posséder un tel drapeau est interdit et considéré comme une trahison. Entre 1940 et 1943, ce sont près d'une soixantaine de personnes qui participent à l'expérience des Gergoviotes, alternant les périodes à l'université de Clermont-Ferrand et les chantiers de fouilles sur le plateau. Ils travaillèrent sur l'ancien rempart de la Gergovie gauloise, ainsi que dans le quartier des artisans avec beaucoup de soin, d'après les archéologues contemporains. Encore aujourd'hui, certains objets du musée de Gergovie ou d'autres en Auvergne ont été trouvés par les Gergoviotes. Mais à ce stade de la vidéo, je sais ce que vous vous dites. Le refus, c'est le premier pas vers la résistance, certes. Mais faire de l'archéologie, ce n'est pas faire résistance. Alors là-dessus aussi, il y aurait beaucoup à dire, les sciences historiques s'opposant bien souvent aux principes prônés par les nazis et leurs descendants, mais nos étudiants sont allés bien plus loin que ça. Si la résistance a fini en épopée, elle débuta, du moins en ce qui concerne celle des étudiantes de l'université de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand, par des amusements, voire des facéties. Dès 1940, les Gergoviotes ont des positions assez claires de résistance et songent à s'engager plus largement dans cette voie avec des actes concrets. La plupart décident alors de s'engager précocement dans Libération Sud, un des 8 mouvements qui composera le Conseil national de la résistance. Si les Gergoviotes n'ont jamais été un groupe de résistance à part entière, cette communauté leur a permis de trouver le courage et la foi de s'engager ailleurs, de l'aveu même de l'un d'entre eux, Robert Piat. Unis autour de valeurs communes, ils ont pu trouver des échos à leur soif d'agir et à leurs convictions, et quelques consolations dans l'exil et les heures terribles de cette Seconde Guerre mondiale. Au début, leurs actions sont assez légères. Ils distribuent des tracts, collent des affiches, décrochent les portraits de Pétain, mais cela ne va guère plus loin. Cela étant, même ce genre de choses peut leur coûter très cher dans un contexte où ils sont recherchés par les autorités allemandes et considérés comme des traîtres. Ils s'occuperont ainsi jusqu'en 1942, où tout va changer. Les Gergoviotes s'engagent dans le mouvement combat étudiant, massivement d'ailleurs, puisque sur les 15 membres de ce mouvement, 12 sont des Gergoviotes. Ils sortent alors des actions légères pour entrer dans la résistance des films, des livres et de l'histoire. Dès avril 1942, les choses avaient cependant pris une tournure plus sérieuse et plus dangereuse. Nous avions pris la décision d'utiliser des explosifs. De poseurs d'affiches, ils deviennent poseurs de bombes. Leurs cibles premières sont les vitrines des librairies et des presses collaborationnistes, mais bien vite, ils s'attaquent également à des personnalités. Plusieurs attentats orchestrés par les Gergoviotes visent les collaborateurs notoires, dont Pierre Laval, un des plus célèbres. Les bombes utilisées sont artisanales, à la qualité douteuse, fabriquées par les étudiants de chimie, et leur efficacité est assez relative. Qu'importe, cela fonctionne et marque les esprits. Mais les Gergoviotes ne s'arrêtent pas là. Ils participent activement aux actions armées, s'impliquent dans la récupération de matériel parachuté par les Alliés, fabriquent des faux papiers et aident toute personne en situation illégale. Et à l'époque, les personnes en situation illégale sont nombreuses dans la France de Vichy. Juifs, communistes, résistants et étudiants alsaciens eux-mêmes. Les Gergoviotes sont activement recherchés par la Gestapo dès 1942. Certains s'engagent également dans les réseaux de protection des personnes menacées pour les déplacer en sécurité en Suisse. Beaucoup de résistants de l'époque, quand on leur demande la raison de leur engagement, s'ils l'ont fait par héroïsme ou pour des grands idéaux, la réponse, simple, directe, honnête, est toujours la même, il fallait le faire.
En 1943, la situation devient intenable pour nos étudiants. Leur chère maison de Gergovie est devenue trop connue et ils doivent la fermer pour se cacher. Leur vie en communauté se termine et chacun suit son parcours dans la résistance. Joseph Fertig quitte Clermont-Ferrand, activement recherché par la police allemande, pour rejoindre le combat en Afrique du Nord. Il est arrêté par la Gestapo, parvient à s'échapper et rejoindre le maquis de Haute-Corrèze, où il occupe plusieurs postes de commandement et lutte activement pour la libération. Augustin Morgenthaler s'engage dans la brigade indépendante Alsace-Lorraine, commandée par André Malraux, qui deviendra un des ministres français les plus notables de tous les temps. Il trouve la mort en novembre 1944 lors des combats pour la libération de l'Alsace, en portant secours à un sous-officier. André Lévy, auteur de nombreux attentats, est capturé en août 1942 pour être jugé. Il parvient à s'échapper et devient en 1944 le chef de mission pour assurer le lien entre la France et l'Algérie, en lien avec le Conseil national de la résistance. Arrêté de nouveau la même année, il est exécuté le 1er août. Jean Cavaillès devint un des plus grands héros de la résistance, capturé plusieurs fois, torturé, il ne livra jamais d'informations. Exécuté en 1944, son impact dans la résistance est considérable et de nombreuses salles de cours et écoles portent aujourd'hui son nom. Et les histoires comme ça, je pourrais encore en dérouler pas mal d'autres. Si les Gergoviotes suivent leur propre parcours individuel dès 1943, c'est aussi l'année marquée par 2 grandes rafles à Clermont-Ferrand. En juin, la résidence universitaire à la Gallia est investie, 39 étudiants et enseignants sont déportés, dont au moins 5 Gergoviotes. La rafle du 25 novembre 1943 sera encore plus terrible. Elle vise l'université de Clermont-Ferrand dans son ensemble, et c'est la plus grande rafle à avoir ciblé une université en France. Le jeudi matin, le jour où le plus d'étudiants et d'enseignants sont présents sur place, les Allemands envahissent simultanément tous les locaux de l'université. 200 soldats de la base aérienne de la Luftwaffe située non loin rassemblent 1200 personnes qui sont amenées une à une devant un certain Georges Mathieu. Blumenkamp, assisté de la Panthère, l'espionne qui surveillait la maison, assisté aussi de Mathieu, le plus brillant de nos étudiants d'histoire, résistant, adjoint de Cauchy et qui avait été arrêté, torturé, retourné, s'enivrant de son déshonneur, avait procédé au tri. Le jugement dernier, bon à droite qu'on relâchait, méchant à gauche, qui partait pour la prison. Georges Mathieu désigne tous les résistants. Retourné par la Gestapo ou agent double depuis le début, il reste encore des questions à ce sujet, mais plus de 100 personnes sont alors déportées par les Allemands. Parmi eux, 4 Gergoviotes, et non des moindres. Sur la liste des principales personnes recherchées par les Allemands lors de cette opération, figure en 2e place Stéphanie Kuder, une des figures emblématiques des Gergoviotes et de la résistance en Auvergne. Elle est déportée et témoigne en 1947 de cette épreuve terrible dans les camps de travail du système concentrationnaire nazi. Elle n'en sera libérée qu'en 1945, après avoir contracté une maladie pulmonaire qui l'affecta jusqu'à sa mort, en 1986. Nous ne connaissons pas encore le sort de tous les Gergoviotes qui s'engagèrent en résistance, les sources commencent à peine à ressortir de l'oubli. 22 furent arrêtés, 12 déportés, 11 s'engagèrent dans les maquis et 11 dans l'armée de libération. Certains n'en revinrent jamais. Je vais à Gergovie depuis 15 ans. J'y ai fait des sorties historiques, des animations, des balades, des vidéos. J'ai vu le musée se construire. J'ai toujours entendu parler de la maison des étudiants et entendu quelques vagues histoires de résistants pendant la Seconde Guerre. Mais je n'en savais pas plus, parce que personne n'en savait vraiment plus. Pour autant, je n'étais pas le seul à me poser des questions. C'est sur ce constat qu'Arnaud Pocris, directeur culturel du musée de Gergovie, et Marion Dacot, archéologue, ont décidé de monter une exposition sur le sujet. Et en cherchant, en recoupant les sources, ils se sont rendus compte de l'histoire exceptionnelle de ces étudiants. Nous en avons parlé souvent sur la chaîne, mais la vision que nous avons des Gaulois repoussant l'envahisseur romain et la résistance héroïque de Vercingétorix et ses hommes, c'est une construction nationaliste complètement artificielle. La réalité est plus subtile, plus politique et finalement bien différente. Mais qu'importe, cette vision s'est imposée dans nos esprits parce qu'elle est bien utile pour construire le mythe de la nation française. Et l'on touche ici du doigt un des grands dangers du mensonge historique. Il cache bien souvent la beauté de la réalité, le talent et la subtilité des sociétés anciennes, et parfois l'histoire des vrais héros. Le nom même du site évoquait la résistance à l'invasion. En 1942, Pétain assiste à une cérémonie sur le plateau de Gergovie autour du célèbre monument érigé en 1900 pour célébrer la victoire de Vercingétorix sur Jules César en -52. Le régime de Vichy s'approprie alors complètement le monument et cette période de l'histoire. Le maréchal Pétain y glorifie la France éternelle, coloniale, et se place en héritier résistant de Vercingétorix qui a dû se donner en sacrifice pour son peuple. Tout ça, c'est de la politique bien entendu, mais également une réécriture terrible de l'histoire servant à légitimer des actions et des positionnements atroces. Pendant ce temps-là, à 800 mètres à peine, une poignée d'étudiants dans leur maison commune écrivaient réellement l'histoire de la résistance au péril de leur vie.
Je vous mets souvent en garde contre ce genre de dérive. L'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs, elle s'inscrit dans notre savoir collectif grâce à tout ce à quoi nous sommes exposés. L'école bien sûr, les travaux des scientifiques qui parviennent jusqu'à nous, mais aussi le divertissement et les détournements politiques. Chaque fois que l'on décide de ne pas se poser de questions, l'histoire se fixe quelque part dans notre esprit. Et ces jolis mensonges, souvent séducteurs, cachent toujours non seulement une volonté de manipulation, mais surtout une réalité plus belle, plus valorisante. Le roman national, cette construction artificielle de l'histoire de la nation française, est en fait souvent un masque qui nous empêche de voir toute la complexité et la beauté de notre histoire. L'histoire des Gergoviotes en est un exemple parfait, celle de la manière dont une histoire de résistance fantasmée construite par nationalisme a pu occulter une résistance réelle qui a joué un rôle considérable lors de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, les résistants oubliés de Gergovie sortent de leur longue nuit, le travail acharné d'Arnaud Pocris et Marion Dacaux ayant rendu la lumière sur leurs actions. Pourtant, cette exposition a permis de découvrir de nouvelles sources, et ils s'en redécouvrent encore chaque jour. Il reste encore beaucoup à apprendre sur nos étudiants résistants. En 1951, 10 ans après avoir fait le serment de s'y retrouver, les Gergoviotes se réunissent autour de l'emplacement de leur drapeau, devant leur ancienne maison. Ils y érigent une stèle à la mémoire de leurs disparus, sacrifiés pour la cause en laquelle ils croyaient. L'union du groupe dépasse les survivants, elle enveloppe les morts. Car la mort, après tout, a choisi au hasard parmi nous les noms qui devaient être inscrits sur la plaque. La plupart de ces disparus n'avaient pas 25 ans. Ce fut une des premières cérémonies en France ayant pour vocation de commémorer les faits de résistance. C'est là tout le paradoxe de Gergovie et ces deux monuments érigés tous deux en mémoire de résistance. L'une fantasmée mais connue et reconnue, l'autre réelle mais oubliée. Cette stèle, si longtemps restée un mystère pour les randonneurs et les visiteurs de Gergovie, elle est toujours là. Auprès des restes de la maison des étudiants, elle témoigne de l'action des Gergoviotes, mais en la voyant ici, je pense qu'elle mérite mieux. Mieux que des grilles, mieux que des herbes folles, mieux que quelques fleurs des champs, mieux que des interrogations sans réponse de randonneurs fatigués. Bien sûr, c'est à nous à présent d'honorer leur mémoire et de saluer leur vie. Et je vous pose pour la première fois une question qui reviendra souvent dans les temps à venir, celle que semblent poser tous les personnages de notre histoire, que ces résistants nous posent à travers ce qu'ils nous ont laissé. Et maintenant, qu'allez-vous faire de nous ?